Ensuite j'ai changé complètement de style puisque j'ai abandonné les romans pour me lancer dans un essai que j'ai emprunté à la bibliothèque et ça s'appelle Les femmes qui lisent sont dangereuses, c'est de Laure Adler et Stéphane Bollmann aux éditions Flammarion. Donc apparemment c'est un livre qui a quand même été édité en 2006, donc c'est pas tout récent. Il me semble même qu'il y a un deuxième tome qui est sorti et je pense que ça s'appelle Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses ou quelque chose comme ça, je vous invite à aller regarder. Là ce qui m'a plu en fait, c'est que, en plus du sujet bien sûr, c'est que c'est un livre d'histoire de l'art en gros, puisqu'on revient sur les peintures, photos, etc. qui mettent en scène des femmes qui lisent. Donc ça commence au Moyen-Âge, grossièrement, et puis ça va jusqu'au 21e siècle, puisqu'on termine par la photo de Marilyn Monroe. Puisqu'on termine par la photo de Marilyn Monroe qui est en train de lire Ulysse de James Joyce. D'ailleurs, apparemment, ça a toujours posé beaucoup de questions, puisque beaucoup de détracteurs se sont toujours demandé si elle l'avait vraiment lu ou si elle faisait semblant juste pour la photo. Donc, voilà, ça commence par ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui est une annonciation qui date de 1333, donc 14e siècle, et c'est italien évidemment, semble-t-il, ouais, c'est à Florence, voilà. Et ça termine par la photo donc de Marilyn Monroe, que je vais essayer de vous montrer, que je ne connaissais pas pour ma part. Voilà, donc on a un assez gros prologue, une explication sur justement l'histoire des femmes qui lisent. Donc on apprend ou pas que au début les femmes n'avaient pas le droit de lire, c'était surtout une activité dédiée aux hommes, et qu'en plus le premier livre qui a vraiment été lu c'était la Bible, et qu'en plus on lisait à voix haute, que la lecture silencieuse c'était quelque chose d'inconcevable, alors qu'aujourd'hui, au contraire, quelqu'un qui lit même en remuant les lèvres, en chuchotant ou qui lit à voix haute, on va plutôt mal le percevoir, on va croire que c'est quelqu'un qui a du mal à lire, qui a besoin de lire à voix haute pour comprendre, alors qu'avant, au début, tout le monde lisait à haute voix. Voilà, donc c'était une activité dédiée aux hommes, et petit à petit ça a glissé vers les femmes, et puis ça a vraiment été une façon pour les femmes de se libérer des carcans de la société, notamment au 19e siècle, mais les femmes qui lisent ont toujours un petit peu fait peur aux hommes, puisqu'évidemment, quand on lit, on s'ouvre sur l'extérieur, on apprend des choses, on découvre comment d'autres femmes peuvent vivre, on découvre d'autres idées, et puis plus que ça, plus que le fait de s'ouvrir à l'extérieur et d'obtenir une certaine liberté d'idées, de penser, tout ça, c'est aussi une liberté de trop, puisque lire permet aux femmes, aux lectrices, d'avoir un jardin secret, d'avoir une intimité très forte, dont les hommes, sur laquelle les hommes n'ont aucun pouvoir. Voilà, donc les femmes qui lisent ont fait peur très longtemps et font toujours peur, je pense. C'est pour ça que les hommes ont pensé très longtemps, et à mon avis c'est toujours le cas, que les femmes qui lisent peuvent être dangereuses. Voilà, donc j'ai aimé le sujet, j'ai aimé le fait qu'on nous présente pas mal de tableaux, certains que je ne connaissais pas, d'autres qui sont pas mal connus. Je vais essayer de vous montrer un qui est très connu, de Fragonard, et qui s'appelle Jeune fille lisant, qui date de la fin du XVIIIe siècle, 1770, qui est assez connu. Il y en a une autre, c'est une jeune fille qui est très intéressée par son livre, qui est aussi assez connu également. Alors par contre c'est de qui? C'est de Franz Abel, et ça date de 1850, milieu 19e. Voilà, qui est assez connu. C'est intéressant d'avoir plein de petites références comme ça. En revanche, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et moi s'il y a une chose que j'adorais, c'était justement qu'on prenne une œuvre et qu'on la décarcasse, qu'on s'attarde sur tous les petits détails. Justement, j'ai un souvenir très vif de mes cours d'art moderne, dans lesquels on avait étudié Daniel Arras, qui était un historien d'art français renommé, qui a écrit des livres
euh, très abordable pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, qui n'ont pas du tout étudié l'histoire de l'art. Il a par exemple écrit On n'y voit rien et également Le détail. Et il revient sur plein de petits détails justement dans les tableaux. Alors ça peut être des animaux, mouches, escargots, ça peut être une fleur, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Et en fait il s'attarde énormément dessus. Alors moi j'adorais faire ça en cours d'histoire de l'art. Alors parfois on partait dans des délires pas possibles, je pense que les profs eux-mêmes partaient dans des délires pas possibles. À mon avis, les peintres à l'époque, ils n'avaient pas du tout ça en tête quand ils ont peint. Mais comme les écrivains, hein, quand on fait des commentaires de texte et qu'on commente la virgule près, à mon avis les écrivains pensaient pas du tout à tout ça quand ils écrivaient leur texte ainsi. Mais bref, j'aimais beaucoup ça. Et là je me suis dit bah c'est super, on va s'attarder sur chaque peinture et avoir quelques explications, une remise en contexte, etc. Et en fait, c'est super rapide, c'est super bref. En même temps, c'est sur une page en face de la peinture concernée. Et c'est plus que bref, puisque je pense que par exemple là, vous voyez, il y a deux paragraphes. Le premier, qui fait un gros tiers, parle de l'artiste, de la vie de l'artiste, donc ok, c'est bien de remettre en contexte. Mais alors après, on a 10 lignes sur l'explication du tableau. Et en plus, généralement, ces 10 lignes reprennent ce qu'on nous a déjà dit dans le prologue, en introduction. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, un peu trop... ouais, trop bâclé, c'est trop vite expédié. Et ça me déçoit un petit peu. En même temps, l'idée du livre et toutes ces illustrations m'ont plu. Voilà, donc c'est mitigé. Mais je vous le conseille quand même, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour s'informer un petit peu sur l'évolution justement de la place de la femme qui lisait dans la société. Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Dans ma liseuse, je ne télécharge que des livres que je possède en papier parce que je veux pas me créer une palle e-book parce que j'ai déjà au moins 800 livres papier à lire dans ma bibliothèque, c'est une catastrophe, j'ai honte. Donc je me dis si en plus je télécharge des e-books, c'est foutu, enfin je vais me retrouver avec 2000 bouquins à lire, c'est pas possible. Et puis bon, bah pour le côté aussi illégal de la chose, je n'aime pas télécharger des e-books illégalement, je ne télécharge que ceux que je possède en papier dans ma bibliothèque ou ceux qui sont libres de droit, donc les classiques. Or, j'ai reçu il y a quelques mois en service presse de la part de Milady, de la part d'Aurélia, l'attachée de presse que je remercie, le 3e tome de cette saga, Les Contes des Royaumes, je crois. On l'appelle comme ça, cette saga. Mais j'ai compris en lisant les commentaires de pas mal de lecteurs qu'on ne pouvait pas vraiment lire le 3e tome sans avoir lu les 2 précédents. Sauf que les 2 tomes précédents sont introuvables, ils ne sont plus réédités, ils n'existent plus en librairie et j'ai pas envie de mettre 50-60 € dans un livre qui en valait 7 à la base. Donc j'ai téléchargé les 2 premiers tomes pour pouvoir lire le 3e que j'ai en papier dans ma bibliothèque et qui attend. Bref, alors Poison, ça parle de quoi? Et la saga entière parle de quoi? Parle des contes de fées et réécrit un petit peu les contes de fées. Donc dans Poison, en fait, on reprend le conte de Blanche-Neige et l'auteur le transforme un petit peu. Alors, il y a bien les éléments de base. Blanche-Neige qui a perdu sa maman, qui vit avec son père et sa belle-mère, donc la méchante reine, qui est amie avec les nains, Seth, qui travaille à la mine. Il va y avoir le chasseur, il y a le corset trop serré, le peigne empoisonné et la pomme empoisonnée également. Voilà, donc les éléments de base. La trame est bien suivie, mais l'auteur ajoute, modifie assez intelligemment, je vais trouver, les éléments du conte de fées. Et ce qui est plutôt bien fait, je trouve, c'est que, ok, c'est un conte de fées qui parle de Blanche-Neige, donc on s'attend presque, enfin non, on s'attend à ce que Blanche-Neige soit vraiment le personnage principal, l'héroïne de cette histoire. Et en fait, bizarrement, alors ok, elle est au centre de tout, de toutes les attentions, mais finalement, on n'a jamais vraiment son point de vue. On s'attarde surtout sur la méchante reine, qui s'appelle Lilith dans cette histoire, donc
ça tombe bien parce qu'elle soit pas très sympa. On va s'attarder sur les pensées des nains, notamment Rêveur, qui est le plus développé, et puis on va s'attarder un petit peu sur le point de vue du prince qui va venir sauver Blanche-Neige. Voilà. Mais finalement, Blanche-Neige, on la suit que de loin. Elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est bel et bien là, tout tourne autour d'elle, mais c'est jamais vraiment le centre vraiment du récit. Et ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, toute la première partie est vraiment centrée sur la méchante reine, Lilith, qu'on apprend à connaître. On la comprend, mais elle reste toujours une poufiasse, hein, vraiment pas sympa, mais on comprend ses agissements, un petit peu comme dans la série Once Upon a Time. Regina, la méchante reine, on apprend à la découvrir au fil des épisodes, on creuse de plus en plus dans son passé, dans pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue, et là c'est pareil. D'ailleurs, je pense que cette saga, on peut vraiment la comparer la mettre en parallèle à Once Upon a Time. C'est vraiment, si vous aimez la série, à mon avis, vous aimerez cette saga aussi, ces 3 tomes, cette trilogie. Ça va vraiment dans le même sens, je trouve, de réécriture, de mélange des contes. Parce que c'est ça aussi qui m'a plu dans cette saga et que j'aimais bien dans la série. D'ailleurs, je me suis arrêtée au milieu de la saison 3, il faudrait que je reprenne, mais j'ai eu un peu un coup de mou à la saison 3, donc j'ai pas continué. Ce que j'aimais bien dans la série télé et qu'on retrouve un petit peu ici, c'est justement le mélange des contes. Et là, en fait, l'auteur va prendre des personnages d'autres contes que Blanche-Neige et il va les utiliser. Donc par exemple, on va rencontrer Aladdin et la lampe magique. Alors je vous explique pas comment il arrive là et je vous explique pas comment a été transformé Aladdin parce que ça n'a rien à voir avec le conte, le dessin animé Disney et rien à voir très certainement avec les contes des Mille et une nuits. Mais c'est intéressant, c'est bien trouvé, c'est bien pensé. Un truc aussi qui est complètement différent du conte qu'on connaît de Disney, c'est la fin de l'histoire. Il y a une sorte de retournement de situation, un truc qu'on s'attendait pas forcément à lire et ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était bien trouvé, c'est un petit peu culotté, mais franchement ça vaut le coup et apparemment les tomes suivants sont encore mieux que ce premier tome. Et franchement, j'ai vraiment... je dis pas que c'est un coup de cœur, mais ça fait 200 pages, ça se lit très vite, c'est divertissant, et pour le coup, j'ai trouvé que dans le genre, ça se lisait bien et que c'était plutôt intelligent. Alors par contre, franchement, au début, j'ai vraiment cru que j'allais détester les 2 premières pages. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais l'auteur utilise des mots et nous décrit des scènes en parlant du roi, du père de Blanche-Neige. Et je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça tout le long, ça va être horrible. Je sais plus exactement ce qu'elle utilise comme terme, mais je me suis dit, ça part mal, c'est vulgaire, c'est grossier, ça va pas me plaire du tout. Et au final, c'est vraiment que le début, le reste m'a paru complètement différent. Ou alors je me suis habituée au style de l'auteur, je ne sais pas. Bref, bon, ça reste une traduction, hein, donc je me base sur la traduction comme d'habitude. Mais agréable à lire, divertissant. Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre-là, c'est vraiment une bonne surprise. On passe maintenant à ma lecture en cours, qui est un gros pavé que je dois lire depuis 3 mois au moins, je suis en retard. C'est Le Voyage de Simon Morley de Jack Finney aux éditions de Noël, collection Lune d'encre. Donc un service presse de la part des éditions de Noël, que je remercie, et qui fait plus de 500 pages. Alors je viens juste de commencer, j'ai lu 50 pages, donc je peux pas trop vous en parler. Ça parle de voyage dans le temps. En fait, on part sur la base dans cette histoire qu'on peut voyager dans le temps. Que certaines personnes seulement, avec des caractéristiques bien précises, peuvent voyager dans le temps. Il n'y a pas besoin de machine. Elles ont juste besoin de se mettre dans des conditions particulières, de vivre comme on vivait à l'époque dans laquelle elles veulent atterrir. De parler comme à cette époque-là, de s'habiller comme à cette époque-là, de suivre exactement les préceptes de l'époque dans laquelle on veut voyager. Et donc on va suivre le héros qui s'appelle Simon Morley, d'où le titre, qui va être appelé à vivre cette expérience-là. Et pour le moment, j'en suis qu'au tout début. Il vient de rencontrer un monsieur un peu particulier qui lui explique l'expérience, en gros,
qui lui dit vous avez été choisi parmi des centaines et des centaines de personnes, vous avez les caractéristiques, est-ce que vous voulez bien subir des tests et faire partie de l'expérience. Alors on lui explique pas plus de choses au début. Et là il vient de, enfin là où j'en suis, il vient de rencontrer le directeur du projet. Et il commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais j'en sais pas plus pour le moment. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est bien écrit, mais par contre c'est vrai que pour ceux qui ont du mal un peu avec les descriptions, il y en a quand même pas mal, c'est pas mal détaillé. Ça me plaît bien, mais j'avoue qu'hier, j'ai lu une 50aine de pages hier soir, mais sur la fin j'ai vraiment éteint parce que je comprenais, enfin j'arrivais plus vraiment à comprendre les phrases qui sont assez longues. C'est ouais, c'est assez descriptif, c'est très détaillé. Donc je pense qu'il faut quand même une certaine concentration. Ça se lit pas du tout comme Poison que j'ai lu juste avant. J'espère que je vous en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo. J'espère que je l'aurai lu en entier d'ici là. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter très rapidement les 2 livres que je souhaiterais lire dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, si je mets des semaines à lire Le Voyage de Simon Morlet, mais j'espère pas. J'aimerais lire La fille de Belle de Sophie Audouin-Mamie-Cognan aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un service presse également et je suis également en retard puisque je l'ai reçu il y a quelques mois et je ne l'ai toujours pas lu. Je me dis qu'après Le Voyage de Simon Morlet, qui je pense est une lecture assez exigeante, La fille de Belle devrait me détendre, même si c'est un livre assez gros, il fait plus de 400 pages. J'ai déjà eu l'occasion de lire La plume de Sophie Audouin-Mamie-Cognan et c'est divertissant, c'est jeunesse, donc à mon avis, ça devrait me faire une petite bouffée d'air frais après le plus sérieux Voyage de Simon Morlet. Ça se passe dans l'univers de Tara Duncan. Tara Duncan, j'ai lu le premier tome il y a quelques années, j'avais pas trop aimé. Pour le coup, j'avais trouvé ça hyper original, amusant, beaucoup d'humour, etc. Mais hyper brouillon. Une intrigue sur 400 pages, on aurait pu découper le livre en 5 ou 6 sans vous mentir, tellement il y avait une mini-intrigue de rebondissement dans cette histoire. Alors c'est hyper riche et hyper développé, on sent que Sophie Audouin-Mamie-Cognan a une imagination débordante et elle utilise vraiment des traits d'humour, d'ironie, c'est super sympa, ça marche très bien, mais pour le coup j'avais trouvé que ça partait dans tous les sens et ça m'avait un petit peu agacée, j'avais trouvé ça trop jeunesse. J'ai aussi lu son premier tome, La couleur de l'âme des anges, dans la collection R des éditions Robert Laffont, que j'avais plus aimé. C'est plus ado, young adulte. C'était plutôt pas mal, j'avais bien apprécié. Je crois que sur le coup j'en avais fait un coup de cœur même. C'était sur les anges. J'avais trouvé ça pas mal, intelligent, bien écrit, imagé, immersif, tout ça, ça m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, j'espère que la suite sera écrite un jour. Bref, en lisant ce livre-là, j'espère que je vais trouver un savant mélange entre l'univers déjanté, très original et très riche de Tara Duncan et le côté un peu plus mature, un peu plus posé de La couleur de l'âme des anges. Voilà, j'espère que ça me plaira et je vous en parle également très vite, j'espère. Le deuxième livre que je souhaite lire, là c'est un livre un peu particulier, ça s'appelle Totem, ils incarnent un peuple. Donc c'est un collectif et c'est publié par les ateliers Henri Dougier. Pareil, c'est un service presse que j'ai reçu la semaine dernière, je remercie énormément l'attaché de presse qui m'a contactée. Et apparemment, si je dis pas de bêtises, cet ouvrage sortira en librairie au mois d'octobre. J'espère que je dis pas de bêtises. En gros, Totem, le postulat de base c'est quoi? C'est de revenir sur le témoignage de plusieurs personnes complètement différentes qui incarnent des peuples totalement différents et qui sont un peu des héros à leur façon, qui sont un petit peu décalés et qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils vivent dans leur pays. Donc on part un petit peu de tous les côtés, c'est pas mal, il y a une carte au début pour nous présenter les héros qu'on va découvrir. Donc on a une norvégienne, un polonais, un lituanien, arménien, israélien, catalan, sud-africain, inuit, anglais, islandais, écossais, évidemment irlandais. Voilà. Donc un petit tour d'horizon de l'Europe et de l'Afrique du Nord et même Amérique du Nord et Amérique du Sud d'ailleurs. Non, Afrique du Sud, pardon. Amérique du Nord. Voilà, donc un petit tour d'horizon. Et le tout est évidemment illustré par Gianpaolo Pani, que je ne connais pas, mais j'aime assez les couleurs, c'est plutôt vif. Alors c'est pas trop le style d'illustration que j'apprécie d'habitude, mais là ça met vraiment un peu de punch, un peu de peps, donc c'est plutôt agréable à feuilleter.
J'ai vu que les ateliers Henri Dougier étaient aussi à l'origine de la publication d'une collection qui revient justement sur l'histoire de plusieurs peuples. Alors c'est une petite collection, les titres sont pas très chers, c'est une dizaine d'euros il me semble. Donc je vais m'en procurer quelques-uns, notamment sur les Irlandais. C'est évidemment celui qui m'intéresse le plus et je vous invite à aller feuilleter le catalogue puisqu'il y a vraiment pas mal de titres qui sont déjà parus et sur plein de peuples différents. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Je vous en parle très vite parce que vraiment celui-ci, je suis vraiment très contente de l'avoir reçu, il me fait très envie et j'espère que ces témoignages me donneront envie de voyager dans certains pays qui au départ ne m'attirent pas forcément plus que ça. Je sais pas, Arménie, tout ça, c'est pas des pays qui me parlent, mais peut-être qu'en lisant le témoignage de ces personnages qui au début sont des gens, des personnes lambda et qui deviennent des héros dans ce livre-là, peut-être que ça me donnera envie d'aller en Arménie par exemple, sait-on jamais. Bref, très hâte de lire et vraiment merci aux ateliers Henri Dougier pour cette future découverte. À mon avis, je vais apprécier. Je m'arrête là, c'est déjà super long. Je suis un peu en retard, je crois. Ouais, non, je suis pas en retard, mais il faut que je me dépêche d'aller me préparer pour aller courir un petit peu. J'espère que la pluie va pas arriver. Je ne sais pas si je pourrai monter cette vidéo d'ici ce soir. À mon avis, ça sera un peu long et je pense que j'aurai pas le temps. Donc j'espère que vous l'aurez d'ici samedi, dimanche. Je ne sais pas quand je reviendrai en vidéo, c'est complètement aléatoire. Comme vous le voyez, je tourne un peu quand je peux. Quand il y a assez de lumière, alors là je suis désolée, il y a plein de nuages, il fait gris, j'espère que ce sera pas trop sombre quand même. Je fais au mieux, je fais selon mes envies, ma motivation, je me force pas et j'espère que ça vous va. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Un gros merci aux visiteurs du blog, aux visiteurs de la page Facebook, du compte Twitter et évidemment aux abonnés à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt 1500, c'est assez énorme. J'espère que vous serez encore plus nombreux dans les mois qui viennent. En tout cas, merci et n'hésitez pas à participer au concours pour les 9 ans du blog. Si je suis toujours là après 9 ans, c'est un peu beaucoup grâce à vous tous, alors merci. Et n'hésitez pas à aller remplir le petit formulaire pour tenter de gagner un des lots. Je vous mets le lien en description de la vidéo. A bientôt, bonne lecture.